Donc, le partage, voilà, l'enregistrement est en place. Bonjour, Bruno Bouteau, donc de l'ARS Grand Est. Je suis accompagné de Julien Lambert d'Innov Autonomie. Il se présentera dans quelques instants. Nous allons vous présenter à deux voix le diaporama d'aujourd'hui qui va porter principalement donc, sur les questions de Wi-Fi et d'accès Internet, et puis de repasser en revue l'ensemble du projet. Je vais donc mettre en grand le diaporama. Vous devriez le voir maintenant de façon plus visible. Voilà. Donc, nous allons vous parler donc, de l'Observatoire des usages du numérique, le projet UNA et de toutes les actions associées à ce projet. Donc, ces actions qui ont été, appelées soit à travers un appel à projet, soit à travers un appel à manifestation d'intérêt qui avait eu lieu auparavant. Et nous allons parler plus particulièrement des questions d'infrastructure télésanté, car évidemment, il y a des prérequis au bon déroulement de la télésanté. Alors, participe, et c'est non exhaustif, hein, évidemment, de très nombreux acteurs. En particulier, on va retrouver donc des organismes gestionnaires d'établissements médico-sociaux, des collectivités territoriales, des institutions comme l'ARS, des grades comme Pulsi et également des Living Labs ou des organisations territoriales coordonnées, donc ce que forment les CPTS, les MSP, les centres de santé, etc. Donc, effectivement, l'objectif de cette communauté est d'être à l'écoute des seniors et surtout de leur proposer des services qui sont mis à disposition grâce au numérique. Et on va passer un peu plus en revue ces différentes facettes du numérique au service des seniors, mais aussi des personnes fragiles en général, or qu'elles soient sur des lieux de vie en institution ou le domicile plus classique. On va retrouver les deux cas de figure. Alors, l'ordre du jour, donc je vais représenter le contexte, à quelle occasion cette réflexion a-t-elle été lancée, la description du projet dans ses différentes facettes, où nous en sommes aujourd'hui, les groupes de travail qui ont été mis en place, les livrables de ces groupes de travail. Et puis, c'est là en particulier donc Julien interviendra. Et ensuite, il y aura un petit point sur comment en savoir plus et comment rejoindre, si vous le souhaitez, les groupes de travail ou les clubs utilisateurs qui vont se mettre en place pour partager à la fois vos succès et vos difficultés pour essayer de trouver des réponses en cas de difficulté. Je vais essayer de mettre en plus grand écran. Je ne sais pas si ça fait une différence pour vous. Voilà. Donc, le contexte. Alors, le contexte, en fait, vous le connaissez, hein, au début de l'année dernière, la crise Covid, première vague, est arrivée. Ça s'est traduit par une situation de crise et en particulier, on s'est retrouvés tous collectivement confinés, et ce qui a posé de très nombreuses difficultés qui ont été, colligées dans un rapport qui a été rédigé par M. Gage, qui s'appelle donc le rapport Gage, qui a été publié dernière en mars. Et c'est sur la base de ce rapport que nous avons essayé qui relevait une dizaine de difficultés dans la vie quotidienne des personnes, alors qu'ils soient ces personnes étant ou au domicile ou en institution,
avec en particulier la perte de lien social, la perte de connexion avec les familles, plus évidemment quand on est au domicile, des problèmes d'approvisionnement, etc., etc. Et si le numérique a permis d'apporter des réponses à une grande partie de la population, mais bien sûr, toutes les personnes qui sont entre guillemets en fracture numérique, c'est-à-dire qui ne savent pas utiliser ces moyens numériques, se sont retrouvées un peu exclues, éventuellement limitées à un téléphone, et ce qui les a mis en grande difficulté. Donc l'idée, c'est de trouver comment apporter tous ces moyens numériques à toutes les populations, quelle que soit finalement leur connaissance du sujet. Et c'est voilà, je dirais, la genèse de la réflexion. Donc, dans ce contexte, le numérique a été aussi très utilisé pour apporter donc, le soin aux personnes avec la multiplication des téléconsultations. On travaillait depuis 2015 à mettre en place progressivement la télémédecine, par exemple dans les EHPAD. On a plus de 400 EHPAD équipés télémédecine. Des officines également, des établissements hébergeant des personnes handicapées, mais les nombres de téléconsultations étaient relativement faibles. Et en 3 mois de crise l'année dernière, on a multiplié par 50 le nombre de téléconsultations et 70% des médecins libéraux ont réalisé des téléconsultations, alors soit en vidéotransmission, comme nous le faisons là, soit au téléphone, parce qu'à titre dérogatoire, la téléconsultation a été autorisée par téléphone l'année dernière jusqu'au mois de juin, me semble-t-il. C'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et évidemment, à l'occasion de ces retours d'expérience, on a constaté qu'il fallait renforcer les pratiques. Et il y a une notion qui a émergé, alors elle n'est pas formalisée totalement, c'est les infirmiers de spécialité en télémédecine, c'est-à-dire qui ont l'habitude de travailler avec un médecin qui est distant. Et ce n'est pas si facile que ça de travailler à distance avec les outils numériques. Et donc l'idée, c'est de travailler à faciliter cette relation à distance en complétant peut-être l'arsenal technique mise à disposition ou à améliorer l'ergonomie des outils. En tout cas, partager les expériences et savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, comment on pourrait améliorer ce qui ne marche pas. Alors le projet UNA, donc lui, porte sur donc 2 volets, vous l'avez compris, un volet fracture numérique, qui va consister à mettre à disposition ce qu'on appelle des visiophones assistés, donc c'est un peu comme des petits téléviseurs à qui on parle et qui écoutent et qui répondent. Donc l'interface, c'est pas un clavier, c'est pas une souris, c'est pas un écran tactile, non, l'interface principale, c'est la voix. On parle, ça répond. Le deuxième volet, c'est le déploiement donc, de la télésanté. Certes, on continue à déployer la télésanté dans les établissements médico-sociaux, mais aussi projeter l'infirmier libéral au domicile en coordination évidemment avec le médecin requis pour une téléconsultation ou le médecin requis pour une téléexpertise, peu importe finalement les formes de télémédecine qui seront mises en œuvre. L'idée, c'est qu'un patient ne doit pas se retrouver tout seul au domicile derrière un smartphone ou un micro-ordinateur pour parler à son médecin. C'est le patient joue son rôle de patient et si il y a besoin de mesurer des paramètres vitaux, etc., il est accompagné d'un infirmier qui justement assure le dialogue avec le médecin pour tous ces aspects d'information médicale. Donc l'idée, évidemment, de l'observatoire, c'est aussi de regarder comment ça se passe pour comprendre quelles seront les difficultés qui seront rencontrées et les conditions de succès finalement de ces différentes actions.
Donc les actions vont avoir lieu sur le terrain, donc dans les établissements médico-sociaux, mais aussi à travers les organisations territoriales coordonnées, que sont les CPTS qui se mettent en place progressivement sur les territoires, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, et ou les équipes de soins primaires qui sont placées sur les territoires. Donc on va retrouver comme lieu les lieux de vie classiques, domicile, les résidences seniors, les résidences autonomie, les EHPAD, les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées avec hébergement, etc. etc. Voilà les différents dispositifs. Bon, je passe un peu sur le détail. Donc l'idée, c'est que le senior, ou en tout cas le public fragile, est au centre et on va lui apporter du soutien, alors avec des outils numériques, puis bien sûr avec des équipes qui peuvent être bien sûr les professionnels de santé et sociaux qui les accompagnent et qui les prennent en charge habituellement, bien sûr les familles et les proches, parce qu'il faut expliquer à tout le monde comment ça marche, bien sûr au senior lui-même, surtout s'il est en capacité de comprendre ce qui lui est proposé. Bien sûr, les familles et les proches, parce que quand on va faire du lien social, le lien social, il faut aussi les familles et les proches. Il y a les collectivités qui portent souvent les actions également sur les territoires, en particulier au domicile, mais évidemment, les départements sont très présents aussi dans les établissements médico-sociaux, puisqu'ils font partie des financeurs. Et puis, il y a bien sûr des prestataires de services qui vont proposer de l'équipement, de l'outillage, de l'accès à Internet, ça fait un opérateur télécom, des solutions de téléconsultation, etc., etc. Donc il y a tout un tas de prestataires qui forcément seront à un moment donné utiles pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre ce type d'usage. Donc l'organisation, elle est à 4 étages, entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle les labs, donc c'est un peu des laboratoires. Alors, c'est pas pour faire de la science-fiction, hein, c'est juste pour vérifier les conditions de bonne mise en œuvre de ces actions. Faire des guides de paramétrage, des guides utilisateurs, des recommandations. Et sur la base de ces informations, on va pouvoir déployer et utiliser les équipements. Donc expérimenter, puisque évidemment tout ça c'est assez nouveau, donc on utilise le terme d'expérimentation, et bien sûr d'observer pour voir qu'est-ce qui marche pas. Voilà un petit peu les 4 étapes. Donc aujourd'hui on est à l'étape des labs qui ont déjà produit un certain nombre de documents et il y a des premiers pilotes de déploiement sur quelques sites. L'idée, c'est de généraliser le déploiement d'ici, on va dire, la fin de cet été et d'observer ensuite donc, les usages jusqu'à la fin de cette année. Puis évidemment, les usages continueront l'année prochaine. On verra après si vous souhaitez encore continuer à partager de l'information ou pas. Je dirais chacun sera libre de son engagement dans la réflexion. Juste un petit point sur la gouvernance. Donc, il y a un comité de pilotage qui est, je dirais, un peu le comité des financeurs, dans lequel on va retrouver l'ARS, la région, mais aussi l'assurance maladie, puisque les actes, quand il s'agit des actes de télésanté, télémédecine, sont facturés à l'assurance maladie, donc l'assurance maladie est facturée et donc paie. Il va y avoir un comité, donc également donc le grade PULSI qui accompagne et qui porte les financements, avec qui vous avez d'ailleurs signé des conventions. Normalement, tout le monde devrait avoir signé sa convention. Les financements sont payés sont versés dès la signature des conventions, donc un certain nombre d'entre vous devraient déjà avoir été financés. Ensuite, il y a un comité projet qui se réunit tous les 15 jours, auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez, qui fait le point de l'avancement et des difficultés et des points à traiter, et puis de ce qui est la vie finalement du terrain.
Un comité scientifique, donc qui n'est pas encore constitué, des scientifiques et d'éthique, qui sera plutôt au moment de l'observation pour prendre un peu de hauteur sur justement ces aspects importants et voir justement à travers le comité scientifique quelles sont les choses utiles qu'on pourrait apporter en plus sous forme alors, de matériel, de services, etc., justement en fonction de vos retours et de votre perception de ce qui manque pour aller plus loin, pour rendre des services qu'on voudrait rendre au public fragile. Un point important dès qu'on est dans le numérique, vous savez que le RGPD est entré en application il y a 2 ans maintenant, et qu'on se doit de respecter absolument la protection des données personnelles, alors que ce soit des données personnelles ou des données encore plus sensibles qu'on appelle les données de santé. Donc, dans le projet, il y a 2 grands chapitres, vous l'avez compris. Il y a un chapitre, donc, lien social, bien-être avec les visiophones assistés. Ces équipements-là, à qui on parle et qui vous apportent des réponses, à qui on peut demander aussi de commander de la domotique, même très simple, allumer une lumière, baisser des volets, peu importe, hein, ce qu'on met comme dispositif complémentaire de domotique pour ceux qui voudraient aller vers une commande de la domotique. Tout ce qui est, donc, tous ces types d'informations, évidemment, ne sont pas des informations de santé, mais sont des informations qui peuvent être des données personnelles. Et donc, on se doit de respecter absolument le RGPD. Et d'ailleurs, la CNIL a produit un livre blanc l'année dernière sur tous les équipements assistés. Donc, on s'est basé sur ce livre blanc pour mettre en place des recommandations RGPD et vous confirmer que tous ces dispositifs qui sont mis, qui vont être déployés, sont bien en conformité et que vous ne prenez pas une responsabilité de non-conformité au RGPD en mettant en place les dispositifs. Donc, par contre, évidemment, dans le volet télésanté, ce sont d'abord des matériels pour faire une téléconsultation, par exemple. Eh bien, évidemment, se pose à nouveau la question des données de santé et des données personnelles. Alors, tant qu'on est dans le flux de vidéo-transmission, donc le déroulé de la téléconsultation, évidemment, il faut que la liaison soit sécurisée pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne espionner ce qui se dit entre les 2 points, le patient et son médecin. Mais, et donc, ces solutions sécurisées sont nombreuses en réalité. Par contre, le deuxième point, c'est les données que l'on va s'échanger avant, après la téléconsultation. Où vont-elles? Et donc, pour prendre un exemple très précis, si vous utilisez WhatsApp pour faire la visio, je veux dire, c'est comme un appel téléphonique, quoi. J'appelle, on décroche, on parle, on raccroche. Il n'y a pas de données là. Donc là, ce n'est pas un souci. Par contre, dès qu'on va, je vous envoie la photo d'une plaie, je vous donne une prescription, là, il n'est pas question d'utiliser WhatsApp. Ce n'est pas du tout un outil hébergé données de santé. Il faut utiliser à ce moment-là les outils adaptés à l'hébergement de données de santé. Alors, ça s'appelle la messagerie sécurisée de santé, ça s'appelle le DMP, ça s'appelle des plateformes sécurisées. Mais il faut être très attentif à cet aspect dès lors qu'il y a des données conservées, stockées. Attention, le risque associé est un risque pénal, donc ce n'est pas un risque faible. Et donc, évidemment, il n'est pas question de se retrouver dans cette position parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait des données de santé qui allaient là où il ne fallait pas, quoi. Bon. Évidemment, donc tous ces aspects-là, on les a travaillés, on vous donnera toutes les recommandations qui vont bien. Donc sur les équipements qui sont mis en œuvre, donc on va retrouver, je dirais, des équipements un peu classiques quand il s'agit de la télésanté, avec soit des smartphones, des tablettes, des micro-ordinateurs. Pour ce qui est du bien-être numérique, ça va être donc ce que j'ai appelé tout à l'heure les visiophones, donc, qui ont la tête d'un petit téléviseur branché sur la prise électrique. Mais ça peut être, donc, qui peuvent être des produits, donc j'en cite quelques-uns ici, comme le Nest Hub Max, donc c'est le monde Google, Amazon Echo Show, qui est le monde Amazon,
des Chromebooks donc, qui sont en quelque sorte des tablettes Android, mais qui sont aussi un micro-ordinateur web, et qui vont permettre d'assurer soit de l'animation, soit laisser en self-service, j'allais dire, des équipements à disposition des personnes. Alors pourquoi, vous me direz, avons-nous identifié des visiophones assistés grand public qui sont donc des produits des GAFA, puisque Google, Amazon, ou d'ailleurs Apple, si on veut utiliser Siri, sont des produits effectivement américains. Par contre, ils ont deux avantages. Un, leur capacité de reconnaissance vocale et de traitement, donc la partie assistant, qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle, est la plus avancée aujourd'hui, donc celle qui donne des résultats satisfaisants et qui est très facilitante. Et d'autre part, les produits associés, comme ils sont fabriqués à des millions d'exemplaires, sont à des prix accessibles, c'est-à-dire autour de 200 €. Hein, il n'y a pas de loyer à payer, si vous voulez. On achète l'équipement 200 €. Si on a un accès, justement, on va venir aux infrastructures, si on a un accès, on a un réseau Wi-Fi et un débit Internet suffisant, on peut conduire toutes les activités du quotidien, que ce soit écouter la radio, regarder des chaînes numériques, avoir des informations, des pense-bêtes, passer un appel téléphonique, être en visioconférence, donc en visiophonie, on va l'appeler comme ça, parce qu'on n'est qu'avec sa famille, donc c'est juste entre deux points, etc., etc. Donc voilà les équipements qui ont été qualifiés comme répondant efficacement aux capacités qu'on attend d'interaction et facilité de ces dispositifs. Après, l'expérimentation terrain nous dira quels sont malgré tout les points forts et les points faibles. Il n'y a pas d'autre vérité que l'expérimentation terrain. Donc, où en sommes-nous pour les groupes de travail? Donc, maintenant, on va zoomer donc, sur les aspects infrastructure, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Sur les aspects infrastructure, donc, on va vous parler des groupes de travail, des labs, et les livrables qui sont en cours d'élaboration, qui sont déjà élaborés. Pour cela, donc, je vous rappelle simplement, les labs, aujourd'hui, y participent des structures comme donc PETR, les pays donc les communautés de communes de Saverne, les Plaines et Plateaux. D'ailleurs, c'est dans le cadre d'un contrat local de santé, l'ARS Grand Est, IMEUS Santé, donc qui est un des territoires innovants d'ITIGA, qui a été lauréat d'un appel à projet national. Donc, il y a IMEUS Santé et TSD, territoire de santé de demain, qui est basé centré plus sur l'Eurométropole de Strasbourg, mais justement auquel participent les pays de Saverne, Plaines et Plateaux, la communauté de communes de Beach. IMEUS Santé, c'est plutôt la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne, si je ne dis pas de bêtises. Et peut-être également la Moselle. Le réseau APA, pour citer les organismes gestionnaires qui contribuent, l'ABRAPA, des Living Labs, donc un situé sur Nancy, Innov Autonomie, donc Julien qui va intervenir dans quelques instants, fait partie donc d'Innov Autonomie. L'UTT, donc c'est l'Université de technologie de Troyes. Voilà pour vous dire qui aujourd'hui travaillent, les acteurs qui sont présents dans les Living Labs, dans les laboratoires, donc ceux qui réfléchissent et conçoivent les documents que l'on va vous présenter et qui sont donc à votre écoute quand vous allez être face, je dirais, à la réalité de la mise en œuvre.
Donc pour illustrer un petit peu quels sont les labs qui ont été constitués, alors il y en a qui traitent du volet télésanté, d'autres qui traitent du volet bien-être numérique. Donc il y a par exemple donc, un lab qui travaille sur l'usage des visiophones assistés dans une logique de partage et une logique collective animation. Il y en a d'autres un autre groupe qui travaille plus sur l'usage individuel, donc au domicile de la personne ou dans la chambre du résident, par exemple. Évidemment, il faudra travailler aussi à une communication vers les familles. Hein. Il faut absolument pouvoir expliquer aux familles ce qui va être possible de faire grâce à ces nouveaux moyens. Il y a le groupe de travail donc on va vous présenter aujourd'hui et que Julien va présenter. Donc il y en a un qui porte sur la rédaction de recommandations sur la mise en place de réseaux Wi-Fi dans les établissements médico-sociaux en fonction de la configuration des immeubles. Et puis un autre groupe de travail qui analyse plus les offres disponibles aujourd'hui d'accès à Internet par la fibre ou autre moyen haut débit, très haut débit quand il n'y a pas la fibre, et qui vont être complémentaires donc, de la partie Wi-Fi et qui sont les prérequis, je dirais, pour arriver à faire de la téléconsultation, par exemple, ou de la liaison bien-être vidéo. Alors, si vous n'avez pas de fibre, ça n'interdit pas hein, absolument les usages, mais c'est vrai que la fibre apporte une bande passante qui permet d'avoir de nombreux utilisateurs en parallèle, alors que si on a des accès beaucoup moins rapides, à un moment donné, on va avoir un goulot d'étranglement et ça va créer des difficultés. Donc évidemment, on dira qu'à terme, lorsque la fibre sera déployée grâce aux actions de financement de la région Grand Est sur l'ensemble du territoire du Grand Est, il sera préférable d'avoir des abonnements à la fibre plutôt que des abonnements à des systèmes de moindre débit et qui créeront forcément un peu de frustration pendant les usages. Julien, je vous laisse la main. Oui, parfait. Alors, parmi du coup les tâches à réaliser dans ces deux groupes de travail, donc le GT5 et le GT11, on a en priorité du coup la mise en place de recommandations en ce qui concerne l'accès à Internet et l'ingénierie réseau qui en découle. Également l'identification du matériel nécessaire à la mise en place d'une couverture réseau sécurisée et dédiée. Et tout ça en fait afin de permettre l'installation et l'utilisation de visiophones et d'outils de télémédecine. Donc on a deux livrables, comme le disait Monsieur Bouteau, qui sont la rédaction de recommandations concernant les réseaux Wi-Fi et également la rédaction de recommandations en ce qui concerne les accès fibres en région Grand Est. Donc si on passe à la slide suivante. Donc, dans le groupe de travail 11, on s'est intéressé en fait à référencer les différentes offres fibres professionnelles qui étaient facilement accessibles en région Grand Est. Donc, on a identifié du coup les opérateurs classiques, donc Orange, Bouygues, SFR, Free, également OVH Télécom et Terranis. C'est une liste qui pourrait être amenée à évoluer en fonction de. On pourra ajouter des opérateurs par la suite. Et on s'est vraiment, nous, attaché en fait à caractériser et comparer ces différentes offres sur différents aspects. Donc, notamment en termes de débit, quels sont les débits qui sont possibles, qui sont fournis par ces différents opérateurs. Concernant les aspects téléphoniques, qu'est-ce qui est fait? Concernant la mise en place de Wi-Fi, concernant également les solutions de secours qui sont possiblement mises en place en cas de problème sur le réseau, concernant le prix, les frais d'installation, etc. Donc, si on passe à la slide suivante. Cette comparaison nous a permis en fait de rédiger quelques recommandations. Donc, la première des recommandations, déjà, quand il s'agit d'un établissement ou d'une structure qui souhaite s'équiper en fibre, c'est déjà d'identifier en fait ses besoins. Donc, les identifier et les caractériser, notamment en termes de téléphonie. Est-ce que j'ai besoin d'une ligne téléphonique? Est-ce que j'en ai besoin de 5, 10? Ça, c'est des choses qui ont une importance primordiale. Quelle est la bande passante dont j'ai besoin? Donc, quels sont en fait mes usages d'Internet? Est-ce que je vais faire beaucoup de visioconférences? Est-ce que je vais faire du streaming vidéo? Est-ce que je vais avoir des usages un peu plus classiques? Et ça permettra en fait d'identifier un débit minimum pour permettre en fait l'utilisation des usages qui est faite par la structure.
Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir une solution Internet qui est disponible 24 heures sur 24? Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai besoin du coup d'avoir des solutions en cas de coupure réseau? Typiquement, la plupart des opérateurs ont la possibilité de mettre en place des box 4G qui prennent le relais en cas de coupure réseau, mais ce n'est pas forcément le cas pour toutes. Donc, c'est des choses importantes à identifier. Est-ce que également j'ai envie de conserver mon matériel déjà présent dans mon établissement, dans mes établissements, donc en ce qui concerne la téléphonie, en ce qui concerne les serveurs, en ce qui concerne aussi les numéros de téléphone. Donc, connaître tous ces points afin d'identifier en fait l'offre qui va être la plus en adéquation avec les besoins. Parmi les recommandations générales aussi concernant la fibre, donc il faut savoir en fait qu'une fibre classique va permettre en théorie d'utiliser jusqu'à de 4 à 6 postes de téléphonie IP sans avoir une perte de qualité de service. Donc, a priori, une offre fibre va nous permettre d'avoir jusqu'à 6 lignes téléphoniques sans surcoût et c'est ça, du coup, est utilisable simultanément. Si jamais on a des besoins qui sont supérieurs à ces 6 postes de téléphonie, il est toujours possible du coup d'avoir une seconde fibre distincte et qui va être juste utilisée pour la téléphonie. Donc tous les appels téléphoniques passeraient sur une fibre distincte, ou également de mettre en place une fibre dédiée. Donc la fibre dédiée, c'est une solution qui va permettre d'avoir des débits qui vont être beaucoup plus élevés, qui va permettre aussi d'avoir quelque chose de plus stable, mais qui a aussi un surcoût assez important. Également, concernant les box fibres, il est possible que les lignes analogiques qui soient. Il est possible en fait que les lignes analogiques, les lignes téléphoniques que vous pouvez avoir classiquement disparaissent totalement afin de migrer vers le tout IP en fait. La ligne analogique telle qu'on la connaît, les prises téléphoniques ne sont plus forcément obligatoires. Il y a quelques usages quand même qui restent, donc c'est le fax. Dans ce cas-là, il y a des solutions qui existent, c'est fax to mail en fait. Donc, c'est des adresses mail vers lesquelles sont envoyés les différents fax reçus par la structure. On a également des usages des lignes analogiques un peu historiquement, en fait, c'était utilisé également dans les ascenseurs, également pour les systèmes d'alarme. Donc, il arrive que des lignes analogiques persistent dans ces cas-là. Et là aussi, il y a des solutions qui existent. En fait, c'est des cartes SIM mobiles qui permettent du coup même d'augmenter la sécurité pour ces usages type ascenseur et alarme. Donc, en pratique, les lignes analogiques peuvent totalement disparaître. Dernier point, les box actuels qui initient le réseau numérique de téléphonie et la DSL peuvent être directement remplacés par une box fibre en fait. On peut venir remplacer les anciens dispositifs qui permettaient d'avoir Internet par une box fibre et s'arrêter là en quelque sorte. On peut garder tous les équipements qui sont en aval du coup de cette box. Donc garder tous les équipements dans son service identiques et juste changer la box fibre qui permet d'avoir des débits plus importants, donc, sans bouleverser le matériel existant. Ça, c'est des choses aussi à savoir. Donc, c'était nos différentes recommandations concernant l'accès fibre. On peut peut-être passer à la slide suivante. En ce qui concerne le groupe de travail Wi-Fi Mesh, donc une fois qu'on a initié en fait une connexion Internet, donc comme on l'a vu précédemment, soit par une box fibre, ça peut aussi être, en cas de non-éligibilité à la fibre, des box ADSL classiques, également des box 4G qui existent dans le cas où les box ADSL ont des débits vraiment très faibles. Et si jamais on n'a vraiment pas de chance, en fait, si on est sur une zone non éligible à la fibre, non éligible à la DSL et en zone blanche 4G, on a aussi des solutions satellites qui existent. Donc la solution satellite, ça peut paraître un peu disproportionné, mais on va avoir en fait un coût initial de mise en place qui va être important, notamment installation de l'antenne. Mais une fois ce coût initial passé, on va avoir des mensualités qui sont comparables aux box fibres. Donc, ça peut être une solution à envisager dans le cas si c'est la seule solution pour avoir un accès Internet et que l'accès Internet est obligatoire, c'est des solutions qui peuvent être envisagées. Donc, une fois qu'on a cette connexion Internet, on va vouloir en fait pas forcément qu'elle soit cantonnée dans une pièce ou dans un espace assez réduit. On va essayer en fait d'étendre la superficie couverte par le réseau. Donc, classiquement, on va trouver les solutions filaires. Donc, c'est les câbles Ethernet qui sont présents lorsqu'on rénove des bâtiments, on peut y inclure des câbles Ethernet. Lorsqu'on construit de nouveaux bâtiments, on peut inclure des câbles Ethernet. Quand ces câbles sont présents, ça permet du coup de brancher directement dessus des bornes Wi-Fi, donc d'avoir un accès Wi-Fi pour un coût qui reste faible. Mais si jamais on n'a pas ces solutions filaires qui sont présentes dans les bâtiments,
on peut alors s'orienter vers des solutions Wi-Fi type mesh. Donc mesh et maillage, en fait, on va réaliser une sorte de maillage de proche en proche et on va venir mettre en fait des solutions mesh et on va venir couvrir de proche, on va venir en fait étendre la couverture de proche en proche avec des petites boxes qui seront présentes c'est ça, qui seront présentes du coup dans l'établissement ou dans les différents étages. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, concernant ce déploiement de réseau mesh, donc ça peut convenir dans le cas de résidence avec plusieurs logements, dans le cas d'habitation de grande superficie. Et lorsqu'on va s'équiper en mesh, on aura à chaque fois en fait une base qui va se connecter en filaire pour initier la connexion Internet. Et on aura en fait d'associer à cette base autant de satellites que nécessaire pour couvrir la surface que l'on souhaite couvrir, qui se connecteront en fait de proche en proche et qui permettront d'étendre le réseau. On aura des petits schémas par la suite qui seront peut-être un peu plus clairs si c'est un peu flou pour l'instant. Donc, quelques recommandations générales concernant la mise en place d'un réseau Wi-Fi de manière un réseau Wi-Fi. Donc, chaque élément type box qui initie un réseau Wi-Fi va devoir être branché sur secteur. Donc ça, c'est des questions, c'est des points à avoir en tête lorsqu'on souhaite réaliser une ingénierie réseau et positionner ces différents dispositifs dans un établissement. Afin d'optimiser le positionnement aussi, c'est des choses qui sont un peu logiques, mais à garder en tête. Donc, placer en fait les box à mi-hauteur, les centrer au maximum dans les zones à couvrir. Typiquement, si je souhaite couvrir un couloir en Wi-Fi, éviter de mettre l'antenne Wi-Fi à l'extrémité du couloir, mais plutôt essayer de la mettre au milieu. C'est des choses qui semblent logiques, mais c'est quand même important de le rappeler. Il y a aussi dans le cas, un des problèmes qu'on rencontre assez souvent dans le Wi-Fi, que ce soit de façon personnelle ou également dans le milieu professionnel, c'est des zones qui sont non couvertes par le Wi-Fi. Donc ça peut être dû à plusieurs choses, ça peut être des matériaux de construction, ça peut aussi être des murs épais qui en fait font que certaines zones d'une maison, d'un environnement peuvent ne pas être couvertes par ces box Wi-Fi. Donc, dans ce cas-là, il y a des solutions mixtes qui existent. Donc, typiquement, on va pouvoir relier, par exemple, entre eux, par des câbles Ethernet, deux bornes Wi-Fi. On va également être capable d'utiliser la technologie qu'on appelle CPL, donc courant porteur de ligne, pour permettre du coup d'étendre une connexion Wi-Fi par exemple, si on a un mur épais ou par exemple si jamais on a deux bâtiments qui sont séparés par un environnement extérieur, si on souhaite quand même avoir un réseau homogène dans ces deux bâtiments, c'est des choses qui sont possibles. Également, tout comme l'accès fibre, il est important de caractériser les usages que l'on aura de ce réseau Wi-Fi afin de l'optimiser. Donc, est-ce qu'il y a des zones dans mon établissement qui vont nécessiter une connexion très importante, notamment parce que, par exemple, il peut y avoir des actes de télémédecine qui sont réalisés dans certains espaces. Est-ce qu'il y a notamment, par exemple, les visiophones aussi qui vont être très consommateurs en termes de bande passante, car utilisant de la visioconférence? Est-ce que j'ai des serveurs de stockage de données qui sont présents sur mon réseau, donc les serveurs NAS qui, a priori, peuvent nécessiter beaucoup de requêtes de la part des personnels. Donc, c'est des choses de ce type, en fait, essayer de caractériser et quantifier l'usage qu'on aura de ce réseau. Et enfin, en France, la superficie moyenne d'un EHPAD est de 3200 mètres carrés. Donc, c'est une superficie qui est importante et il s'agira également donc d'identifier en fait les zones dans lesquelles le Wi-Fi mesh doit être fonctionnel en priorité. Donc, on va difficilement pouvoir couvrir 3200 mètres carrés avec une solution Wi-Fi mesh, mais on va pouvoir facilement identifier des secteurs clés dans lesquels on pourra apporter une connexion Internet. Donc, les secteurs typiquement où on aura besoin de faire de la télémédecine, d'utiliser des visiophones, etc. Si on passe à l'exemple un peu plus concret, donc là, un exemple concret qui se base sur les plans de l'EHPAD Les Trois Fontaines à Lutterbach. Donc, c'est un EHPAD classique. Donc, au rez-de-chaussée, on a les lieux de soins, les espaces collectifs, les espaces techniques, administratifs et l'accueil de jour. Et si on se déplace dans les étages, au premier et au deuxième étage, on a les lits des différents résidents. Donc là, on imagine que pour cet EHPAD, on va souhaiter en fait connecter en Wi-Fi le premier et le deuxième étage dans le cadre de l'utilisation de visiophone. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, au premier étage, on a une surface de 900 mètres carrés qui comprend 30 lits. On a une surface répartie en U, donc on n'a pas de zone extérieure, on a des couloirs comment dire, qui sont continus. Donc on va essayer de couvrir ces 900 mètres carrés. Donc
une des premières solutions, si on passe à la slide suivante, ce serait d'utiliser des solutions mesh. Donc ici, on se rend compte qu'avec 7 dispositifs mesh, donc le dispositif Netgear, donc c'est ça, le dispositif Netgear, avec 7 dispositifs, on est capable de couvrir 900 mètres carrés. Donc on couvre 900 mètres carrés avec 7 dispositifs et 630 euros environ. Donc, on a sur cette technologie, sur ce type de solution, des débits maximum qui sont de 1200 mégabits par seconde. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais en gros, c'est un débit qui sera suffisant si on a quelques visiophones qui sont utilisés dans cet espace. Mais si les 30 chambres on dispose de visiophones, ça peut être problématique. Donc, il y a une deuxième solution. Donc, slide suivante. On peut aussi imaginer utiliser la solution Netgear Orbi, mais une version supérieure à la version précédente. Donc là, en fait, chaque satellite aura une surface couverte plus importante. Donc seulement 5 dispositifs sont susceptibles d'être utilisés pour couvrir les 900 mètres carrés et pour un coût qui sera plus élevé, donc 950 euros. Mais l'avantage, en fait, c'est que le débit max théorique qui sera possible d'être accessible dans cet étage sera presque 3 fois supérieur à la solution précédente. Donc là, typiquement, on peut imaginer que même si une dizaine ou une quinzaine de visiophones sont utilisés dans cet étage, voire simultanément, le débit sera suffisant pour permettre en fait une qualité de service et une qualité de confort euh, qui sera a priori du coup parfait pour l'utilisation des visiophones. Donc, dans le cadre du coup de ce groupe de travail, on a référencé une dizaine de solutions, donc ayant chacune leurs avantages, leurs inconvénients, et c'est vraiment ensuite du cas par cas en fonction des établissements, en fonction des zones à couvrir, où chacun du coup des dispositifs qu'on a référencés pourra présenter des avantages, pourra présenter des points un peu saillants qui permettront de couvrir tout un bâtiment. Donc ça a été réalisé dans le cadre de ce groupe de travail. Donc des actions de veille et également des actions d'ingénierie réseau, donc comme ce plan. Voilà. Merci. Avant de vous donner la parole pour les questions, donc simplement, effectivement, vous voyez, les questions d'infrastructure sont importantes et je vais revenir sur la diapo précédente. Ici, on voit qu'on a des débits théoriques de 3000 mégabits par seconde, ça fait 3 gigas mégabits, hein, ça fait 3 gigas. Évidemment, si on est sur une communication interne, puisqu'on peut, comment dire, utiliser par exemple les équipements comme des interphones, etc., ben, ça n'implique pas une charge sur le réseau, l'accès réseau Internet. Par contre, si effectivement l'information doit transiter par Internet parce que, par exemple, un senior va faire une visio avec ses petits-enfants, et bien évidemment, il va falloir que la somme des besoins des utilisateurs, il y a peut-être une infirmière qui va faire une téléconsultation dans un autre étage, etc. Donc, il faut bien que la somme des besoins à un instant T puisse être satisfaite par la bande passante de l'accès Internet. Et c'est là où, effectivement, si au lieu d'avoir un accès Internet fibre, bah, vous avez une box ADSL, vous allez, même de très bonne qualité, vous allez pouvoir avoir 2, 3 utilisateurs avec des usages significatifs en même temps. Mais vous ne pourrez pas avoir plus. Si vous prenez de la fibre, alors après la fibre, il y a toutes sortes de débits, hein, souvent c'est quelques centaines de mégas jusqu'à plusieurs gigas. Ben, on voit bien que en fonction de ce que vous aurez pu avoir ou choisi, parce que des fois c'est pas vous qui aurez le choix, hein, il y aura qu'une solution, là vous êtes avec tel débit, eh bien vous pourrez très vite arriver sur le plafond malgré tout, 100 mégas. On va dire qu'on peut avoir une dizaine d'utilisateurs simultanés avec des usages lourds, hein, pas trop lourds mais significatifs, mais que 10. Hein. Donc si c'est un lieu où il y a les équipes qui font une téléconsultation et une centaine de résidents dont un instant T parce que c'est l'heure,
ils sont avec leur famille, ou ils regardent, ils écoutent la radio, ou ils regardent, je ne sais pas, en replay, enfin, ils vont regarder le journal télévisé, pour le dire autrement. Et bien évidemment, il va falloir plutôt 1 giga ou plus. Et donc ça sera à dimensionner aussi, sans parler évidemment des autres usages. Voilà. Donc pour en savoir plus, donc vous le savez, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a un dossier complet, vous avez le lien ici qui décrit les différentes actions qui ont été envisagées en termes de lien social, de télésanté, etc. Les labs qui ont été identifiés pour pouvoir préparer justement les travaux, ainsi que ensuite les actions de déploiement à réaliser, d'équipement finalement, des consommateurs des technologies, alors que ce soit l'infirmier qui va conduire une téléconsultation au domicile en accompagnement du patient, ou que ce soit un visiophone qui est laissé qui est à la disposition d'un senior ou d'une personne handicapée, etc. Tout ça est décrit dans ce document qui fait une petite 50aine de pages. Il a été comment dire, annexé à la convention PULSI. Il y a également un site web qui reprend et qui est mis à jour très régulièrement, qui reprend un peu les éléments essentiels et où on en est dans les travaux. Et puis, il y a aussi un espace documentaire qui regroupe l'ensemble, y compris qui participe à quel groupe de travail. Est-ce que je veux, moi, par exemple, un groupe de travail particulier pour lequel je suis très intéressé, je peux rejoindre ce groupe de travail. Et donc, tout n'est pas publié sur le site Internet, puisque je dirais que sur le site Internet, c'est plutôt ce qui est terminé comme travaux plutôt que ce qui est en cours. Donc, l'espace documentaire, on trouve tout. Le site Internet, on trouve ce qui est livrable, entre guillemets, montrable, utilisable, alors que dans les groupes de travail, évidemment, on a tout un tas d'éléments qui sont en cours de construction. Vous avez aussi ici un formulaire qui va vous permettre de vous inscrire, entre guillemets. Évidemment, tout ça, c'est une communauté d'utilisateurs, il n'y a aucun droit à payer, c'est simplement pour vous faire connaître, pour qu'on puisse ensuite vous inviter éventuellement à des groupes de travail ou à des clubs utilisateurs, vous permettre d'accéder à l'espace documentaire si ça vous intéresse. Pour ceux qui voudraient être invités au comité projet, eh bien tout ça, vous pourrez le faire savoir en remplissant ce formulaire. Alors, je vais juste vous montrer, je ne sais pas si ça va suivre, voilà, le site pour vous montrer le rubricage. Donc, il y a une page d'accueil qui reprend une présentation qui ressemble un peu à celle qui vous a été faite en première partie. Vous allez avoir une rubrique historique où on rappelle justement la genèse de notre démarche avec la crise Covid de 2020. Les services des labs, justement les sujets sur lesquels les labs ont travaillé, quel réseau Wi-Fi, comment déployer les visiophones, mon équipement téléconsultation va-t-il fonctionner avec la solution du médecin, du patient? Typiquement, cette question est très importante puisque dans une structure, par exemple un EHPAD, on a installé une solution de télémédecine d'un fournisseur particulier, il nous a fourni le logiciel, l'équipement, etc. Et utilise cette solution un certain nombre de médecins. Mais il y en a plein d'autres qui utilisent d'autres solutions. Vous avez donc l'impression que vous êtes prisonnier, entre guillemets, de votre solution et que vous ne pouvez pas accéder aux autres médecins. Alors justement, l'objectif des travaux qui sont conduits, c'est de dire, peu importe finalement que vous ayez la solution A, B, C ou D, cette solution, ça s'appelle une tablette, ça s'appelle un micro-ordinateur, même s'il est posé sur un chariot, ça s'appelle un smartphone. Et avec ces équipements, on peut très bien les réutiliser pour communiquer avec un médecin qui, lui, a choisi d'autres outils de télémédecine. Par exemple, pour en citer un qui est connu, Doctolib,
qui est quand même été retenu pour la télémédecine par plus de la moitié des médecins qui font la télémédecine. Si j'ai pris une solution, par exemple Odis de Pulsi, est-ce que je vais pouvoir, avec ce matériel-là, travailler, faire une téléconsultation avec le médecin qui est sur Doctolib? Ben oui, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Donc, après, c'est le détail de ces possibilités-là que l'on décrit pour ouvrir finalement les possibilités qui vous sont offertes grâce aux équipements dont vous êtes dotés. Vous n'êtes pas prisonnier de vos équipements. En réalité, ces équipements, ils sont relativement standards en réalité. Vous voyez, là, on fait une communication en visioconférence à tous ensemble. Il y a toutes sortes d'équipements. Chacun a son propre équipement. Il y a des micro-ordinateurs, il y a peut-être des tablettes, il y a peut-être des smartphones, des micro-ordinateurs sous Windows ou sous d'autres. Il peut y avoir des Mac, etc., des iPads. Tout ça, ça fonctionne. On ne se pose pas de questions. Et ça fonctionne avec plein d'outils, puisque depuis 1 an et demi, vous avez eu l'occasion d'utiliser plein d'outils de visioconférence, Skype, Zoom, WebEx, Microsoft Teams, Google Meet, etc., etc. Vous ne vous êtes pas posé la question s'il fallait avoir autant de PC qu'il y a de solutions de visioconférence, si vous voulez. Donc voilà, c'est la même chose avec la vidéotransmission qui constitue donc finalement une téléconsultation. Pour la téléexpertise, en plus, il n'y a pas de connexion directe, c'est plutôt collecter des informations pour les transférer via des moyens sécurisés. C'est encore d'autres questionnements qui sont finalement plus simples. Donc je passe là-dessus. Il y a une newsletter qui vous dit un petit peu comment ça se passe, ce qui a été fait le dernier mois. Il y a des conférences qui ont lieu tous les ans où ce sont des startups qui viennent exposer leur savoir-faire. Donc pour le moment, vous voyez, il y en a eu 4 qui ont présenté leur savoir-faire. Axomove, par exemple, ce sont des kinés qui proposent de la rééducation à distance ou du maintien en forme physique, etc. Shirkalab, c'est plus sur développer des applications qui fonctionnent uniquement par la voix. Pixhacker, c'est la gestion des plaies par l'image, etc. etc. OKDoc, c'est plutôt centré sur le suivi de la sclérose en plaques pour les patients atteints de sclérose en plaques, etc. etc. Donc tous les mois, il y a une présentation qui est faite et qui est enregistrée que vous pouvez utiliser, revoir en replay sur YouTube. Les webinaires d'aujourd'hui seront, comme il est enregistré, il sera mis en ligne là également pour tous ceux qui voudraient le revoir ou qui n'ont pas pu le voir. Les guides, justement, qui sont les livrables, j'allais dire, des labs, qui permettent donc comment configurer un Amazon Echo Show, comment l'utiliser, les mémos, quelles sont les commandes vocales les plus simples qu'on peut utiliser pour justement interagir avec ces équipements-là. La même chose sur Google Home et les équivalents du monde Google Assistant. Une étude comparative des différents assistants vocaux qui existent, et vous verrez pourquoi on recommande plutôt certains que d'autres. Mais c'est au moment où l'étude a été faite, évidemment, les technologies évoluent en permanence. Donc nous prenons des photos à un instant T et on rapporte ce qu'on a constaté à l'instant T. Régulièrement, il faudra éventuellement réviser certains de ces documents parce que les choses évoluent en permanence. Il y a des choses sur la domotique, comment utiliser un cadre photo pour partager les photos de la famille ou les photos de la structure. On peut avoir aussi des usages collectifs, etc., etc. Vous voyez, les livrables, il y en a de plus en plus. Et on va retrouver justement les réseaux Wi-Fi Mesh qui ont été présentés par Julien tout à l'heure, ou des exemples d'ingénierie de réseau, vous voyez, qui sont dans la fameuse liste qui est ici, etc., etc. Il y a aussi un petit relais sur les organisations en grand test, sur la télésanté et le guichet intégré télémédecine.
avec justement quelques statistiques sur ce qui avait été constaté l'année dernière, quels équipements utiles pour la téléconsultation. Justement, on va retrouver la liste des équipements recommandés par l'assurance maladie, le stéthoscope, l'otoscope, le tensiomètre, l'oxymètre, etc., etc. Il y a des correspondants sur l'ensemble du territoire au sein du guichet intégré, donc qui sont soit des correspondants des CEPAM, de Pulsi, de l'ARS. On va trouver aussi, sont associés la région, les ordres, les URPS. Et puis pour la e-santé, il y a également des correspondants pour le déploiement de la e-santé, donc en particulier tous les services socles qui émergent du Ségur de la santé, hein, donc dans lequel on va retrouver le DMP, la messagerie sécurisée de santé, l'identité nationale de santé d'un patient pour être sûr qu'on parle bien de la même personne et qu'on a tous les mêmes identités pour un patient, ainsi que la sécurisation d'accès aux outils avec ProSanté Connect, etc., etc., le futur espace numérique de santé des usagers qui va être présenté cet après-midi. Je ne sais pas si vous suivrez cette présentation par Dominique Pont, etc., etc. Donc voilà un peu les éléments que vous trouvez sur le site. Et vous avez donc ici quelques contacts et tous les participants au projet OUNA que vous pourrez retrouver dans le diaporama que je vous communiquerai cet après-midi. Je vous remercie de votre écoute et on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions ou si vous avez des observations, des réactions, sentez-vous libre d'intervenir. Non, pas de réaction. Vous pensiez… oui, quelqu'un intervient? Oui. Oui, bonjour, Marie-Hélène Parra, je dirige un EHPAD à Troyes. Oui. Les deux livrables dont vous avez parlé qui émanent des groupes 5 et 11, Oui. vont vous être communiqués ou il faut qu'on aille les chercher sur le site? Ça fait partie des documents dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, il faut aller les chercher sur le site, oui. D'accord. L'adresse du site, vous l'avez, parce que j'étais un peu perdue de temps en temps par d'autres choses extérieures. L'adresse du site, vous me l'avez donnée ou pas? Elle sera dans le diaporama, vous n'aurez qu'à D'accord, très bien. Et vous pourrez aller sur le site. Ok. Et puis, comme je disais, il y a un formulaire aussi pour vous faire connaître. Donc, si vous remplissez le formulaire, on vous donnera un accès à l'espace documentaire complet dans lequel vous pourrez aussi retrouver les documents selon vos besoins. D'accord. Et puis, bien sûr, pouvoir poser des questions. Hein. Si vous avez des questions, on reste à l'écoute pour approfondir certains points, clarifier ou traiter des points qu'on n'a pas encore pu aborder aujourd'hui. Je dirais qu'il y a pas mal d'éléments qui pourront être traités tout au long de l'année en fonction de vos besoins et de vos interrogations. D'accord. Une petite question technique sur la présentation qui nous a été faite sur l'installation du réseau Wi-Fi Mesh. Oui. Donc les bornes communiquent entre elles, ça j'ai bien compris, mais elles doivent donc toutes être, donc chaque borne doit être connectée au réseau électrique, c'est ça? Il faut une prise électrique. Alimentées par une pile, elles sont donc toutes par c'est ça? Il faut une prise électrique, oui. Hein, c'est pas, ça consomme quand même un peu d'énergie, donc ce n'est pas sur batterie, hein, vous auriez à gérer des batteries. Oui, non, mais c'était juste une petite précision par rapport à ce qu'on doit mettre en place éventuellement sur des zones qui ne seraient pas, où on n'aurait pas de fil tiré, quoi. Il faut tirer un fil électrique, quoi. Okay. Voilà, mais c'est juste une prise électrique. Hein, donc vraiment, on trouve plus de prise électrique que de câbles Ethernet dans les structures. Oui, non, on est d'accord. C'était une petite précision. Et ça vous évite d'avoir à câbler, justement, parce que voilà. C'est ça, c'est ça. Le câblage d'un EHPAD, ça risque d'être 50 000 euros, alors que le budget Wi-Fi, et d'ailleurs les subventions qu'on propose via Pulsi, c'est de l'ordre de 3 000 euros. Hein, c'est ça, parce que moi j'ai enfin, bon, je ne suis peut-être pas la seule, mais moi j'ai quand même essayé de prospecter un peu autour de moi des prestataires qui pouvaient m'installer un réseau Wi-Fi Mesh. J'ai l'impression de leur parler chinois. Alors moi n'étant pas une grande spécialiste de l'informatique, j'avoue que là, votre présentation m'aide un petit peu parce que on nous propose tout de suite des choses avec des câblages pas possibles, quoi. Donc, je suis pas sûre que tout le monde connaisse bien le système de Wi-Fi Mesh, moi. Enfin bon.
Effectivement, c'est assez récent. Enfin, disons que c'est présent depuis 2 ans. Et ce n'est pas forcément les gens qui vendent du câble qui vont vous le proposer. Évidemment, les prestataires qui font du câblage, ils ne vont pas vous proposer spontanément un réseau, si vous voulez, à 3 000 € alors qu'ils peuvent vous faire une proposition à 30 000. Hein, donc, c'est vrai que à la fois c'est nouveau et il faut trouver ceux qui sont prêts à en parler. Bon, c'est une technologie qui a été inventée pour les militaires, hein, pour déployer un réseau sur un terrain en quelques instants. Et donc, par nature, c'est aussi sécurisé. Hein. Il n'y a pas un réseau mesh n'est pas moins sécurisé qu'un réseau Wi-Fi avec du câblage et des bornes, si vous voulez. Hein. Vous pouvez être rassuré sur ces aspects-là. Il y a la la Fontaine de l'Orme qui me dit que n'ai pas pu signer la convention, qu'il n'est pas de retour, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à réécrire à l'adresse Pulsi, sinon vous avez dû avoir un premier contact, et sinon vous revenez vers moi, on va traiter ça ce mois-ci, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à le faire. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que vous attendez? Ça correspond à ce dont vous attendiez. Quelqu'un qui a levé la main, mais ça devait être Madame Parra, donc il va pouvoir baisser la main. Et d'autres personnes qui souhaitent réagir ou qui ont des questions sur ce qu'on a présenté ou un peu plus largement, comme vous voulez. Non, pas de réaction, question. Ça correspondait à ce que vous souhaitiez? Oui, les uns les autres. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va mettre fin à cette présentation. Elle sera donc, mise à disposition aussi, donc vous pourrez la revoir. Je vous communiquerai donc le diaporama, dans lequel vous aurez les liens pour aller vers le site, vers le formulaire, vers les documents. Et puis, vous la retrouverez aussi, cette présentation, aussi sur YouTube. Vous aurez les liens aussi à travers le site. Et je vous remercie donc pour votre participation. Et s'il n'y a plus de questions, je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vais donc couper la présentation, le diaporama, pardon, l'enregistrement, décidément. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.